Un grand bonjour à tous, un très très grand bonjour à tous. Donc, merci énormément d'être présents pour ce nouveau épisode justement du Point Marché hebdomadaire avec Carmignac et notamment avec Vincent Dampierre qui est directeur commercial adjoint de Carmignac. Donc merci justement Vincent d'être à nos côtés encore aujourd'hui. Alors, donc au programme de la justement matinée. Une quinzaine de minutes tous ensemble pour partager rapidement quelques points clés et surtout pour vous laisser la place aux questions. Donc tout d'abord, on va voir avec Vincent donc l'évolution de 10 indicateurs clés. Puis nous allons voir justement donc l'actualité macroéconomique de la semaine dernière, l'actualité microéconomique également, le message clé du jour, certaines idées d'allocation et enfin bien entendu, on prendra vos réponses. Cher Vincent, on commence par le début donc l'évolution de 10 indicateurs clés que tu vas nous présenter et qui sont sous vos yeux, donc ici. On t'écoute. Alors, bonjour à tous, bonjour Imen et bonjour à tous ceux qui participent à ce, je crois, troisième épisode déjà. Donc oui, on va commencer par les indicateurs clés. On a essayé d'en trouver quelques-uns avec Imen pour que ce soit pertinent, que ça parle à tout le monde et que ça fasse un panorama assez large des marchés. Donc le premier, c'est celui sur les actions internationales. La semaine passée a terminé dans le rouge. Si on prend le MSCI World, les actions internationales, ça fait moins 0,44 et donc ça ramène la performance à moins 5% depuis le début de l'année, moins 5,13 si on veut être précis. Dans ces marchés à l'international, les actions US ont fait moins 1,82, ce qui porte leur performance à moins 7,29 depuis le début de l'année. Donc on voit qu'on est quand même dans le territoire négatif très largement. C'est un peu moins le cas pour l'Europe qui a affiché une belle semaine, même si je le dirais, ça a été réalisé en 2 temps la semaine passée. Mais l'Europe, avec l'Eurostoxx, termine la semaine à plus 1,45%, ce qui ramène sa performance un peu moins dans le rouge, on va dire, depuis le début de l'année à moins 3,87. Et puis, si on va encore plus dans le positif, ce sont les pays émergents. Si on regarde le MSCI Emerging Market sur l'ensemble des pays émergents, on a un indice qui a fait la semaine passée plus 1,60% et donc qui met dans le vert, donc dans le territoire positif, les émergents depuis le début de l'année à plus 0,75%. Et si on creuse dans ces pays émergents, la Chine, si on regarde l'indice Hang Seng, fait plus 1,36 et donne une performance depuis le début de l'année à plus 6,45%. Donc on voit qu'on est dans des phénomènes un peu différents entre les pays développés d'un côté à moins 5 en gros et les pays émergents, voire la Chine en particulier, à plus 6. Donc, et on y reviendra avec Imen, le sujet de la diversification est importante. Et le niveau de cycle de chacun des pays n'est pas le même et donc les marchés le reflètent différemment, bien entendu. Si on passe côté obligataire, les taux, je vais en prendre deux pour exemple, les taux US, enfin si on prend les taux US d'ailleurs, les taux américains à 10 ans, on est à plus 1,94 sur la semaine, enfin le niveau de taux à 10 ans a atteint 1,94 la semaine dernière, ce qui fait une augmentation de 42 centimes sur ce marché obligataire la semaine dernière. Rappelez-vous, quand les taux augmentent, bien entendu, un portefeuille obligataire, lui, va baisser en termes de valorisation dans vos actifs. Donc, c'est plutôt, entre guillemets, une mauvaise nouvelle pour les porteurs d'obligations, bien que ça recharge, comme on dit, du rendement. Il vaut mieux acheter aujourd'hui une dette à 2% qu'il y a encore de cela quelques semaines à 1 et quelques. Et c'est encore plus accéléré en Allemagne ou dans les pays européens où on était en territoire négatif, et on est passé en territoire positif. Si je parle des matières premières, le pétrole a augmenté de 1,25 la semaine dernière et on se doute que ça, la fin de semaine avec les tensions géopolitiques et l'Ukraine en particulier avec la Russie ont accéléré ce rythme qui était déjà bien enclenché depuis le début de l'année, puisqu'on a un pétrole qui, depuis le 1er janvier, a déjà gagné plus de 20%, à 21,42 si on s'arrête à la semaine dernière. Sur l'or, forcément, dans un cadre de tension géopolitique, eh bien, on a un actif qui, pour le coup, s'apprécie. Il a gagné 2,79 la semaine dernière et ça nous fait un plus 1,62 depuis le début de l'année. Donc, au final, des marchés qui sont toujours volatiles et je pense que ce sera un thème qui va continuer tout au long de l'année. On a une volatilité qui a augmenté de 400 points de base la semaine passée et ça fait plus de 10% de volatilité depuis le début de l'année. Et dernier critère important, ce qu'on voit en bas à droite du graphique, enfin du slide d'Imen, c'est l'euro-dollar, les devises
Comment se sont appréciées les devises? Eh bien, l'euro, la semaine passée, s'est légèrement déprécié, moins 0,35, et on l'expliquera par rapport aussi au mouvement de taux. Donc, en fait, plus vos anticipations sont élevées sur des taux directeurs en particulier, le taux de rémunération du court terme, eh bien, plus les flux vont dessus et donc la devise a tendance à s'apprécier. Donc, ça a été le cas pour le dollar la semaine passée. Mais au final, sur le début de l'année, on a quand même un euro qui s'est légèrement apprécié, plus 0,28 face à son concurrent américain, le dollar. Maintenant qu'on a parlé de ces 10 indicateurs, on va parler maintenant justement de l'actualité macroéconomique de la semaine. Alors, tu veux parler notamment justement donc de la politique monétaire et de l'inflation. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais c'est encore justement donc très d'actualité justement donc pour en ce moment. Alors, tout à fait. Et pour être honnête, Imen, je pense que ça va rythmer quasiment toute l'année 2022, voire plus, mais en tous les cas de façon assez forte tout au long de l'année 2022. On a de nombreuses réunions de politique monétaire, donc de la Fed, de la BCE, etc. Et clairement, les investisseurs sont très alertes de tous les discours qui sont faits autour de ça. Donc, on va être très, très vigilant sur cette partie-là. Donc, les points à souligner sur la semaine passée, c'est effectivement après des turbulences en janvier, les marchés avaient quand même été très chahutés. Donc, c'est le vert qui a quand même illuminé les marchés boursiers en début de semaine, si on se rappelle bien. Et si la fin de semaine a été plus compliquée, alors le début c'est expliqué par des résultats d'entreprise, on en parlera juste après, mais si ça a été compliqué, c'est finalement parce que à partir de jeudi, on est revenu dans le rouge suite à des publications d'un indicateur important pour la politique monétaire aux États-Unis, c'est celui de l'inflation. L'inflation en janvier est sortie sur un niveau de 7,5% aux US. Donc, c'est à la fois en absolu très élevé, puisqu'il faut remonter à plus de 40 ans quand même pour retrouver ce niveau d'inflation aux États-Unis. Donc, on voit que c'est quand même une source d'inquiétude justifiée de la part des banquiers centraux et des investisseurs. Et deuxième chose, c'est qu'en relatif face au consensus, on s'attendait à 7,2%, on est sorti à 7,5%, donc c'est une surprise négative pour les marchés. Et ça s'est transcrit par des anticipations et bien finalement plus pessimistes sur cette poursuite de l'inflation et donc des hausses de taux peut-être plus accélérées par la Banque centrale américaine. Donc ça, c'est vraiment important. On va suivre entre autres le FOMC, donc la réunion de la Banque centrale américaine qui a lieu le 16 mars pour la prochaine. Et le discours, entre autres, d'un des banquiers centrales très suivis, donc James Bullard, qui a la semaine passée évoqué une possibilité d'avoir un recours dès cette réunion du 16 mars à une hausse des taux, pour la première depuis pas mal de temps, directement de 50 points de base, alors que ce qui était anticipé pour l'instant jusqu'à présent par les marchés, c'était 25 points de base. Mais si vous regardez le graphique que met à l'écran Imen, on voit que 94% aujourd'hui des investisseurs envisagent une hausse de taux directe de 50 points de base dès la première réunion du 16 mars. Donc, ça a créé pas mal de craintes sur les marchés et fait augmenter les taux obligataires. Et donc, ça a impliqué de nouvelles réallocations et un impact négatif sur les marchés actions. Voilà, donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce phénomène en tête. Et il faut le souligner sur la partie inflation qu'on va suivre tout au long de l'année. D'accord, donc on va certainement en reparler tous ensemble. Donc maintenant, on va parler justement de l'actualité microéconomique de la semaine. Et là, tu veux parler justement donc des résultats des entreprises et notamment avec un focus sur 2 entreprises en particulier. On te laisse la parole. Oui, alors voilà, il y en aurait plein à évoquer en ce moment parce que c'est la saison des résultats qui est en train d'ailleurs de s'approcher plus de sa fin que de son début. On a déjà plus de 70% des entreprises qui ont émis leurs résultats. C'est globalement toujours très positif, bien qu'il faille aujourd'hui vraiment surprendre très très positivement le marché pour pouvoir avoir une accélération du prix et du cours d'une entreprise. Mais on peut souligner la semaine passée, par exemple, il y a eu des bonnes nouvelles. Alors, je pense que Imen, tu as dû emmener tes enfants à Walt Disney récemment. Elle est bien aussi parce qu'on a Walt Disney qui a affiché des meilleurs revenus qu'attendus. Et ça, c'est en raison d'une plus grande fréquentation de ses parcs. La réouverture est quand même une bonne chose pour Walt Disney. Il y a eu une forte augmentation des abonnés, du service aussi de streaming.
donc le concurrent de Netflix, entre autres, ou d'Amazon Prime. Donc, du coup, des bons résultats de Walt Disney, ça a été félicité par les marchés. On a eu aussi des titres comme Coca-Cola, avec Alors, important, on en a parlé la semaine dernière avec Imen, hein, c'est cette idée de pricing power. Coca-Cola peut le faire, et donc ils arrivent à passer des hausses de prix pour amortir cette hausse de l'inflation de leurs coûts que j'évoquais juste avant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour des sociétés de ce type-là. Dans le contexte de cette année, on va quand même souligner l'importance de la diversification à l'international et la sélection de valeurs. Je reviens sur ce point essentiel. Si on prend deux sociétés qu'on voit d'ailleurs affichées sur le graphe d'Imen, on a par exemple un Delivery Hero qui est le leader en Europe de la livraison de nourriture à domicile. Eh bien, on a eu une déception sur les résultats et surtout les perspectives de 2022 qui ont impliqué une baisse du titre de plus de 40% en 2 jours. Donc, c'est vraiment une sanction très forte, hein, bien entendu. Et déjà que le titre avait baissé en amont, eh bien, suite aux résultats, ça a été encore plus important. Donc, on voit une destruction assez rapide, finalement, du cours de la capitalisation de ce titre-là, hein, alors que c'est un leader et alors que la croissance de ces livraisons reste très élevée, hein. On a quand même plus de 89% de hausse sur un an de la part des revenus de cette société-là, mais il ne faut surtout pas décevoir sur les perspectives. Et c'est vraiment voilà, ce qui est valorisé aujourd'hui dans les marchés, c'est de très très fortes perspectives de poursuite de cette croissance. Si vous ne les avez pas, si vous décevez un peu, eh bien le cours dévisse fortement. À l'inverse, vous avez un Uber Technologies qui lui a fait état mercredi de deuxième bénéfice trimestriel de son histoire, hein, grâce à un bond, entre autres, de la demande de VTC sur quoi on connaît tous Uber. Vous savez qu'ils ont aussi un service aujourd'hui de livraison de repas, donc c'est pour ça que je le compare un petit peu à cette idée de Delivery Hero, et qui est en train de devenir rentable. Et donc on voit vraiment en fait cette marge de progression et donc cette accélération du résultat d'Uber qui peut venir aussi de ce relais de croissance pour cette activité de l'entreprise. Et ça, c'est un point quand même qui est plutôt positif et qui a été très largement salué par les marchés. Donc on voit cette dispersion dans les valeurs. Voilà, il ne faut pas décevoir cette année parce que les niveaux de valorisation seront déjà très élevés et valorisent une croissance très très forte. Donc dès que vous décevez un peu ou même vous faites ce que vous avez attendu mais que vous ne surprenez pas à la hausse, eh bien vos cours sont tout de suite sanctionnés. À l'inverse, pour des titres comme Uber, ça se comporte très très bien parce que la croissance est toujours là et continue d'accélérer. Alors, justement, tout ça, ça t'amène à donner le message clé du jour. Donc, aujourd'hui, tu l'as dit à plusieurs reprises, donc depuis le début de notre épisode, à savoir la diversification. Voilà, je renforce vraiment mon discours qui est de dire que l'année 2022 qui va être pour le coup très chargée en événements, donc que ce soit politique, puisqu'il y a pas mal de changements politiques aussi dans pas mal de pays émergents d'ailleurs, entre autres, mais développés aussi, et on en a de très très proches qui nous concernent. Donc il y a des événements politiques, il y a des événements politiques monétaires qui vont être très regardés pour savoir si les taux vont être augmentés et surtout à quelle vitesse sur cette année 2022 et 2023. Et puis, dernière chose, les développements macroéconomiques, hein. Vous avez des banques centrales qui essayent de remonter les taux pour essayer de juguler l'inflation dans un phénomène au même moment où vous avez un ralentissement de la croissance mondiale après une très très belle année de croissance en 2021. Donc c'est un exercice qui est très périlleux pour les banquiers centraux, à la fois remonter les taux pour réduire l'inflation, mais ne pas casser la dynamique de croissance qu'on connaît maintenant depuis quelques mois un peu partout dans le monde. Donc, exercice périlleux qui nécessite une diversification des portefeuilles. Je pense que, et je l'ai souligné dans les propos depuis le début de l'année, les émergents sont une classe d'actifs qui me semble être un très très bon relais de croissance pour les allocations des clients de EasyBourse. Donc, on rappelle que Carmignac émergent est présent dans le contrat EasyV, entre autres. Voilà, donc là, on va juste terminer effectivement avec quelques idées d'allocation. Donc ici, donc le moteur de recherche que vous retrouvez ici justement donc sur le site EasyBourse et qui donc justement donc vous amène
à une gamme assez diversifiée justement de fonds. Quelques exemples ici. Alors, ce ne sont pas forcément des conseils en tant que tels, mais des exemples, des illustrations éventuellement de ce que l'on peut avoir. Donc, concernant donc, les différentes classes d'actifs, hein, donc actions globales, actions européennes, actions américaines, actions émergentes, actions thématiques, obligations européennes, obligations américaines, dettes émergentes et allocations diversifiées. Donc ici, vous avez justement donc des indicateurs clés que justement donc on a tendance à regarder. Donc la notation Morningstar, qui est le fournisseur de données d'information sur les fonds d'investissement. Donc également donc l'éligibilité au PEA, le label d'État ISR. Également, en fait, le cumul entre SFDR, donc 8 et 9, qui est justement fait écho à la nouvelle réglementation européenne, et les Globes Morningstar, qui rendent compte de la durabilité du fonds en question. Éligibilité au versement programmé chez Easy Bourse, avec la possibilité, effectivement, donc à partir d'un certain montant, de lisser justement donc votre investissement et donc du coup d'éviter justement les portes de saloon entre guillemets donc sur les marchés financiers et donc en fait d'avoir une certaine opportunité concernant les points d'entrée. Et enfin ici l'éligibilité et le référencement dans notre offre assurance vie. Donc voilà, vous voyez que l'ensemble de ces fonds sont notés entre 3 et 5 étoiles Morningstar. Tous sont labellisés. Et tous, justement, donc, ont également le cumul, justement, donc, reflétant la durabilité du fonds. Donc, cela illustre, bien entendu, le fait qu'on peut tout simplement conjuguer performance financière et performance extra-financière. Voilà, donc c'est un peu la caractéristique de notre gamme que l'on vous propose justement donc, au sein d'Easy Bourse, hein, avec le moteur de recherche qui vous est proposé. Ici, c'est une illustration d'une fiche valeur d'un fonds que justement donc, on vous a mis en avant en tant qu'illustration, Carmignac Grande Europe, et qui rend compte justement donc, à la fois des caractéristiques de ce fonds et des performances sur 1 an, 3 ans et 5 ans, des performances annualisées pour le coup. Voilà, donc on laisse la place rapidement donc, aux questions. À présent, alors je vois 3 questions, donc pour ne pas faire trop long, on va passer donc d'abord à la Chine. Donc l'idée aujourd'hui, a priori pressentie, c'est que le bon début d'année, justement, donc des actions chinoises devrait perdurer tout au long de l'année, c'est ça? Alors, c'est pour nous, en tous les cas, un scénario central chez Carmignac avec cette idée de reprise en fait de l'accélération de la croissance en Chine portée par une politique monétaire qui est l'inverse des pays développés. Les pays développés, je le disais tout à l'heure, que ce soit la Fed ou la BCE, sont plus en train de contraindre leur liquidité pour réduire l'inflation. À l'inverse, la Chine, qui l'avait déjà faite, elle, l'année passée, eh bien, est en train de réouvrir ces vannes de liquidité par ces méthodes à elle pour essayer de soutenir son économie. Donc, ça plaît en général aux investisseurs. On a une croissance économique qui est relativement stable et qui pourrait accélérer. On a des liquidités et on a surtout, en plus, le pilier de valorisation qui est ultra faible suite à la baisse de la Chine face aux pays développés l'année dernière. Je rappelle, la Chine a fait moins 23 quand les pays développés ont fait plus 25 l'année dernière. Donc, on a le pilier liquidité, le pilier croissance et le pilier valorisation qui sont pour nous, en fait, des soutiens pour toute l'année 2022 et suivante. Une autre question sur la rotation sectorielle. Donc, on a vu justement une certaine rotation de la value, justement, donc au détriment d'une certaine manière de la croissance. Ça aussi, est-ce que justement on continue à le percevoir de manière palpable et est-ce que justement ça a vocation, a priori, à en fait, comment dire, caractériser une bonne partie de l'année 2022 dans votre scénario central, bien entendu. C'est une bonne question parce que c'est dans une allocation d'actifs, il faut avoir ça en tête. C'est ces fameuses rotations. Alors en général, les rotations value ne durent pas très très longtemps. Là, celle-ci, elle a déjà commencé quand même tout au long de l'année 2021, alors avec différentes phases de cycle, mais elles ont été assez puissantes et elles ont été très puissantes en janvier, entre autres, avec une grosse accélération de la value au détriment de la croissance. Est-ce que ça va continuer? Notre sentiment est que pour nous, en fait, on est plus, et si on le regarde juste sur la semaine dernière, d'ailleurs, on commence à revoir de l'appétence pour les valeurs de croissance, plus au détriment finalement des valeurs de value. Donc, vous dire à quel moment ça va s'inverser, on n'en a aucune idée. On n'a pas plus de boules de cristal que les autres, d'où l'intérêt de la diversification, d'avoir un peu de value dans son portefeuille, mais surtout, et je pense, avoir un cœur de portefeuille
sur des valeurs dites de croissance, c'est-à-dire qu'elles sont capables de générer de la croissance de par leur propre modèle. Elles n'ont pas besoin de s'appuyer sur le cycle de croissance mondial. Donc ça, c'est important, hein, des valeurs. Alors c'est vrai qu'on en retrouve pas mal dans la tech, dans les systèmes de software et autres. Le problème, c'est la hausse des taux, c'est-à-dire que vous avez des valeurs qui sont en général avec des primes de valorisation relativement importantes et qui ont un outil de production qui nécessite en fait beaucoup d'investissement, d'où on appelle ça des valeurs de croissance. Et donc, quand les taux augmentent, eh bien, ça rend l'outil un peu plus cher à acquérir, alors que pour les valeurs value cycliques, eh bien, l'outil industriel est déjà présent. Donc, ils s'appuient, eux, sur la reprise du cycle, tout simplement. Si cette phase de hausse de taux est déjà en partie intégrée, là, il faut dire que le marché intègre déjà 7 hausses de taux aux États-Unis en 2022, donc c'est gigantesque. Hein. Ça veut dire qu'à toutes les prochaines réunions du FOMC, donc de la Fed aux États-Unis, jusqu'à la fin de l'année, à chaque fois, ils augmentent au moins de 25 points de base. Donc, ça fait déjà quand même beaucoup de hausses de taux. Si c'est déjà bien valorisé dans les marchés, eh bien, ça veut dire qu'en fait, les primes qui ont été mises sur les valeurs de croissance, eh bien, aujourd'hui, sont à des niveaux plus acceptables. Et donc, du coup, on pourrait revoir une phase plutôt d'accélération des valeurs de croissance qui ont tendance à bien performer quand le cycle, justement, lui, eh bien, est en train de s'amenuiser en termes de croissance. Donc, notre scénario, c'est avoir quand même un cœur de portefeuille sur des valeurs de croissance et valeurs défensives en ce début d'année, plutôt que maintenant sur des valeurs value qui sont peut-être un peu derrière nous en partie. Alors une dernière question également sur géographique, à savoir pour les fonds par exemple Carmignac qui sont investis sur les actions européennes et notamment qui sont éligibles au PEA, est-ce qu'aujourd'hui il y a une justement préférence géographique qui en fait se dégage dans l'allocation à l'heure actuelle? Alors on imagine bien que vous êtes sur en fait une allocation de conviction, que ce sont surtout les fondamentaux justement donc des sociétés elles-mêmes que vous regardez en premier lieu. Pour autant, est-ce que justement il y a en fait une répartition dominante sur un plan géographique qui se dégage aujourd'hui? Alors, autant ma réponse à l'international aurait été de rappeler une fois de plus cette importance des émergents et du retard qu'ils ont et donc de ces moteurs qu'ils ont pour une allocation d'actifs. Donc là, géographiquement, j'aurais dit les émergents. Quand on est en Europe, là, pour le coup, c'est effectivement ce que tu viens d'évoquer. C'est la recherche des fondamentaux, c'est la sélection de valeurs qui prime. Et après, pour nous, et c'est la façon dont Marc Denham gère Carmignac Grande Europe, la résultante pays n'est qu'une résultante de la sélection de valeurs. Donc, on aille chercher un SAP où qu'il soit, s'il est en Allemagne, on le prend en Allemagne. Si on va chercher un Worldline où qu'il soit, on ira le prendre, etc., etc. Donc, je dirais que la composition géographique est une résultante du stock picking, donc de la sélection de valeurs. Donc, c'est vraiment les fondamentaux qui vont primer. Et donc, rechercher en Europe de la croissance, c'est pas évident, donc il faut vraiment trouver des secteurs d'innovation. Donc ça peut être, on sait qu'on est très fort sur le luxe, par exemple en France. On sait qu'on va avoir un peu d'innovation sur certaines technologies. Je pense par exemple au télépaiement. Donc le leader en Europe avec Adyen par exemple est un titre qu'on a dans Carmignac Grande Europe, etc., etc. Donc voilà. Après, où qu'il soit, eh bien, on aura une résultante pays, mais ce n'est pas le pays qui prime, c'est bien les capacités intrinsèques des valeurs, les fondamentaux qui vont primer sur la sélection de valeurs. Bon, c'est entendu, Vincent. Merci énormément. Merci à tous d'avoir répondu présent justement aujourd'hui. On vous donne rendez-vous même heure, même jour la semaine prochaine pour un nouvel épisode justement du Point Marché. Et n'hésitez pas éventuellement à nous adresser vos commentaires. L'émission est enregistrée. Je vous enverrai l'enregistrement une fois que celui-ci sera mis en ligne. Et donc voilà, n'hésitez absolument pas à revenir vers nous pour toute éventuelle remarque. Merci encore une fois et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.